Et salut, c'est Aristide pour Webalab. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de Puppeteer, qui est un outil que vous connaissez peut-être pas, mais qui est super pratique et qui permet de crawler des sites avec du code, avec du JS derrière. Et comme on va le voir, Puppeteer, c'est un outil qui est pas si compliqué que ça et qui permet de pas mal nous faciliter la vie sur des tâches qu'on fait souvent manuellement en Web Analytics. Et donc on va se faire un petit tuto où je vais vous apprendre les bases de Puppeteer et vous montrer quelques petits cas d'usage. Alors la première chose qu'on va faire pour démarrer avec Puppeteer, on va commencer par aller sur la doc et on va se faire un petit 101 de Puppeteer. Donc pour commencer, petit rappel rapide, moi j'utilise Windows Subsystem for Linux. Si vous êtes sur Mac, si vous êtes sur Linux, c'est à peu près la même chose, c'est même plus simple. Peut-être qu'un jour je vous ferai un tuto sur l'utilisation de WSL qui permet de se faire un environnement de dev sur Windows. Donc toujours est-il que je vais aller dans mon terminal, je vais aller directement dans mes téléchargements et je vais créer un répertoire Puppeteer Webalab. Hop, et donc une fois que je suis dans ce fichier, je vais ouvrir VS Code. Donc moi j'utilise VS Code. Libre à vous d'utiliser ce que vous préférez ce que vous préférez comme éditeur de texte. Et donc on va suivre tout simplement la doc. La doc donc, nous dit d'installer Puppeteer, npm i Puppeteer. Donc moi je l'ai déjà installé, ça devrait aller un petit peu plus vite, mais on va l'installer au niveau de notre folder. Il va me télécharger un upload de Chromium qui va être le navigateur LS qui va être utilisé. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va commencer par créer notre premier exemple qui va s'appeler screenshot.js et qui donc va être le premier exemple qu'on va prendre. Alors on va pas trop s'embêter, pour démarrer on va prendre l'exemple de base, on va le copier-coller et on va un petit peu le modifier pour faire notre exemple, notre premier exemple. Pour commencer, on va aller pourquoi pas sur la home page, alors pas sur l'admin WordPress, mais sur la home page de Webalab, et on va utiliser cette page comme exemple. Alors, donc comment ça se passe Puppeteer? En fait, vous voyez que basiquement, on va aller crawler une page juste au travers d'un code, et on va faire ça en JS. Donc on commence par faire un require de Puppeteer, donc on va importer la librairie Puppeteer, et en fait on va avoir ensuite une suite d'instructions qui vont être imbriquées dans une logique async await. Alors si vous n'avez pas l'habitude de async await, ça peut paraître un petit peu intimidant, mais c'est pas très grave, vous n'avez pas besoin de connaître par cœur cette syntaxe-là, parce que comme vous allez le voir, lire du code Puppeteer, c'est assez intuitif en fait, puisqu'on va juste décrire les actions du navigateur. Donc soyez pas effrayés, sachez juste qu'on va avoir des grosses boucles async qui vont elles-mêmes embarquer du await, et que derrière en fait on va souvent répéter certains sets d'instructions. Donc on commence par créer une variable qui s'appelle browser, qui va juste lancer le navigateur, qui va ouvrir une nouvelle page. On va donc aller sur cet onglet-là sur webalab.fr. Donc c'est là que j'ai modifié, la page de l'exemple pour qu'on prenne webalab.fr. Vous pouvez aller crawler la homepage de n'importe quel site, alors même si on verra que parfois ça ne va pas toujours marcher. Et si je reprends l'exemple de la doc, on va prendre un screenshot de cette page-là qu'on va appeler example.png. Et donc pour exécuter ce screenshot, parce que pour l'instant on a juste recopié le script, on va faire un node de screenshot.js. Ça va faire tourner, ça va prendre quelques secondes parce qu'on va réellement avoir un navigateur headless qui va tourner. Et donc on voit que notre
Puppeteer a pris un screenshot de notre homepage, juste selon la largeur du navigateur. Et donc on a fait notre premier exemple avec un screenshot. On va rajouter deux petites choses, histoire d'améliorer un petit peu ce script, parce que là finalement on a fait que reprendre la doc en changeant le site, et donc on va prendre deux petits éléments en plus qui vont être des choses qui vont pas mal nous aider par la suite. Une fois qu'on va sur notre page GoTo, on va rajouter une option qui va être ici, qu'on va mettre entre brackets, qui va s'appeler Wait Until Network Idle 2. Wait Until Network Idle 2, en fait, on va pouvoir en passer d'autres, mais on va passer des paramètres au moment du chargement de la page, où on va dire tout simplement attends que le network ne charge plus de requêtes. Bon alors, vous amusez pas à faire ça sur un site où il y a de la pub d'ailleurs, parce que sinon vous allez attendre pendant un petit moment. Mais on va voir que ça va nous servir quand on va commencer à tester de l'analytique, du data layer et ce genre de choses. Et tant qu'à faire, on va rendre notre script un tout petit peu plus intelligent, parce qu'on va en lancer plusieurs des screenshots. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un nom dynamique à notre screenshot. Et donc on va utiliser, alors pareil, si vous avez l'habitude de S5 en JS, ça c'est de l'ES6, on utilise des backticks pour concaténer des variables et donner dynamiquement un nom. On va faire un date now, hop, et donc en fait on va juste avoir un screenshot qui va dynamiquement prendre le timestamp courant en fait. Bon alors vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre un random, mais l'avantage c'est que ce script là, je peux le faire tourner et ça va me prendre dynamiquement un screenshot et je pourrais les trier par date. Donc je vérifie que j'ai pas fait de bêtises et je relance mon petit script, et donc là on va voir que si tout se passe bien, il va me prendre un deuxième screenshot, et que ce screenshot, voilà, il a example, et puis il a un timestamp alors qu'il n'est pas super compréhensible. Et vous voyez la différence, c'est que vu qu'on a fait un wait until network idle, on a notre CMP qui apparaît. Parce que sur le script précédent, on avait pris dès que possible, alors que là on a attendu que le network soit calme, qu'il n'y ait plus de requêtes qui partent. Et donc on a un petit peu amélioré l'exemple de base de la doc de Puppeteer, à savoir qu'on a réussi à prendre un screenshot dynamique, avec un nom dynamique, qui va aller prendre notre homepage. On va enchaîner avec un deuxième exemple, donc, puisque jusqu'ici ce qu'on a vu c'est le fait de prendre un screenshot, donc c'est intéressant, ça permet pourquoi pas d'automatiser quelque chose et de prendre un screenshot toutes les heures, tous les jours, c'est pas mal, mais dans l'analytique c'est pas quelque chose qui va tellement nous intéresser. Et c'est là que je vais un petit peu faire écho à la vidéo que Vincent avait faite sur Screaming Frog, où il avait parlé de cookies. En fait, on va un petit peu faire le même type de choses, mais on va le faire avec Puppeteer, et on va, sur une page donnée, aller voir quels sont les cookies qui sont posés. Donc on va se faire un fichier cookie.js. C'est pas la peine de réinventer la roue, on va repartir de la même base. Sauf que évidemment on va un petit peu améliorer ce script. Donc on va garder cette histoire de network idle. Le fait de prendre un screenshot, ça va plus nous intéresser. Et puis on va pas aller sur WebLab parce que, comme vous le savez, nous sommes parfaitement irréprochables d'un point de vue des cookies. On va aller par exemple sur la homepage Eurosport UK sur le snooker. D'ailleurs, c'est très intéressant, les championnats du monde senior ont eu lieu récemment, donc je vous invite vivement à suivre l'actualité du snooker. Et donc, on va avoir des choses plus intéressantes en termes de cookies. Donc, on donne à manger notre URL. Et donc, ensuite, on va avoir besoin de regarder ce qui se passe du côté des cookies de la page. Donc, pour ça, on va se créer une variable cookies qui va être dans un await. Et on va utiliser une instruction qui s'appelle page.evaluate. Et donc, comme vous le savez peut-être, pour récupérer des cookies en JS, c'est relativement facile. C'est une simple variable JS qui s'appelle documentCookie. Et donc, toujours pareil, on est sur du page.evaluate et on va lui dire évalue-moi la variable qui s'appelle documentCookie, la variable au sens dans le JS du navigateur, et on va la passer dans une variable qui chez nous va s'appeler cookie, et qui, quand je dis chez nous, c'est chez nous dans notre environnement dev, donc dans Node. Et puis
pour vérifier qu'on n'a pas fait n'importe quoi, on va faire un console log de cookie, donc de notre variable cookie, et on va le loguer dans la console. Et c'est là qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que quand on est habitué au JS dans le navigateur, là on n'est plus dans notre navigateur, là on est dans notre environnement dev. Donc notre console, c'est plus notre console Google Chrome, c'est la console de notre terminal. Conceptuellement, ça ne change pas grand-chose, hein. Les instructions ne sont pas différentes de ce qu'on pourrait faire sur du web. Mais en revanche, comme on va le voir, ça va s'afficher dans la console de notre terminal. Donc, on récapitule. On va sur la page eurosport.co.uk/snooker, on attend que le network soit idle, on évalue la variable document cookie de la page, donc qui va nous donner tous les cookies, et on passe ça dans une variable qui va s'appeler cookie chez nous, qu'on met dans la console. Bon, d'ailleurs, là, je peux carrément supprimer cette ligne-là, je ne vais plus en avoir besoin. Et donc, on fait un node de cookie.js. Ça va mettre quelques secondes le temps de lancer le navigateur en mode headless. Et donc là, on voit qu'on a cette variable, cette grosse variable JS qui nous remonte tous les cookies de la page. Sauf que c'est pas hyper pratique, c'est pas hyper lisible. Donc nous, on aimerait bien splitter ça et mettre ça ligne par ligne. Ça va être l'occasion de pratiquer un peu de JS. Donc on va se créer une variable qui s'appelle splitted cookies, qui va me faire un split des cookies. Et donc, si on voit, c'est pratique de garder notre terminal en dessous, on voit que les différents cookies sont séparés par un point virgule espace. Donc on va utiliser ça comme séparateur. Et on va se faire une petite boucle for sur cette variable-là. Et donc, hop, on va aller parser notre variable splitted cookies, donc qui est maintenant sous la forme d'un arrêt. Et on va faire un console log de splitted cookies à l'index i. Et on devrait avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible. Donc là, on fait mouliner notre script. Et on va voir que sur notre page eurosport.co.uk, on a donc tous ces cookies qui sont posés. Alors le propos n'est pas tellement... Ah oui, alors j'ai juste gardé mon console log précédent, ça va pas nous servir à grand chose, donc on va refaire tourner notre script. Et donc là on va voir tous les cookies qui sont posés sur la page. L'objectif c'est pas d'en faire la liste exhaustive et de savoir ce qu'ils font, mais c'est d'avoir un affichage qui est un petit peu plus clean. Et par exemple Eurosport Country Code, j'ai des cookies ABTST, j'ai le Optano Consent qui est le cookie de OneTrust, puisqu'ils utilisent visiblement OneTrust. Et donc j'ai tous les cookies qui sont posés par la page, qui sont affichés d'une façon un petit peu plus lisible pour moi. Pour notre troisième exemple, on va s'intéresser à quelque chose qu'on regarde souvent côté Analytics. Il s'agit du data layer. Donc on va se créer un troisième fichier qu'on va appeler dl.js pour data layer. On va ouvrir comme d'habitude, on repart de notre code précédent, ça on ne va plus en avoir besoin. Et donc au lieu de regarder notre variable qui s'appelle document.cookie, on va aller chercher window.datalayer. Donc comme vous le savez, le data layer est une variable globale qui dépend de l'objet Windows. Alors pour l'instant, on va plus avoir besoin de ça. Et comme d'habitude, histoire de vérifier qu'on n'a pas fait n'importe quoi, on va, d'ailleurs on l'a appelé cookies, voilà, c'est le problème quand on recopie trop de code, et on va juste l'appeler DL. Et donc on va tout simplement aller sur une page donnée et aller mettre dans la console le data layer tel qu'il est remonté sur la page. Donc on va le lancer avec node dl.js. Et donc là, il n'y a rien de très original par rapport à ce qu'on a fait sur le script précédent, puisqu'on va tout simplement aller afficher dans la console de notre terminal le data layer. Donc voilà, c'est des choses dont vous avez l'habitude normalement. Et d'ailleurs, on pourrait très bien retourner sur la page en question. On va dans notre console et puis vous connaissez ça, hein, on affiche le data layer, et puis c'est ni plus ni moins que la même chose.
Sauf que par exemple, on va passer sur on va passer sur un cas un petit peu plus concret, vérifier qu'il y a un data layer. Alors on pourrait très bien lancer notre script et vérifier qu'il y a un data layer, hein. Bon, c'est pas très intéressant. Mais imaginons qu'on veut lancer un test automatisé sur une variable donnée. Donc par exemple, je sais pas, on peut avoir environment. Environment, c'est souvent le type de variable qu'on va mettre dans le data layer pour avoir prod, staging, UAT, des choses comme ça, et que potentiellement on va utiliser pour faire des filtres dans Google Analytics, pour dire filtre-moi sur uniquement ce qui n'est que de la prod. Et en fait, ça c'est aussi un petit prétexte pour vous dire que quand on va aller récupérer des variables côté data layer, alors c'est très bien de travailler avec Node et de travailler dans son terminal, mais en fait, en parallèle, c'est toujours bien d'avoir le navigateur qui est ouvert pour aller taper en direct le data layer et pour tester des choses. Donc en l'occurrence, ici, ce qui va nous intéresser, ça va être le premier index, si je dis pas de bêtises. Donc le deuxième, pardon, puisqu'on commence toujours à compter, on commence toujours à compter à 0. Et donc on va aller chercher data layer 1, context, environment et on a prod. Voilà, donc ça c'est vraiment histoire de gagner un petit peu de temps. On fait ça dans le navigateur, ça va un petit peu plus vite. Et donc ensuite on va copier ça directement dans notre éditeur de code, ça nous fait gagner un petit peu de temps. Donc window.datalayer 1 context.environment. Et on va le renommer de façon un petit peu plus explicite, on va l'appeler DL, ENVT, DL Environment, et on va loguer ça dans la console. Parce que là, le data layer, comme sur ce genre de site, il est très exhaustif, il y a beaucoup de choses, donc nous on va vraiment s'intéresser à une variable en particulier. Et donc là, si j'ai pas fait de bêtises, on va avoir un roulement de tambour, on va bien avoir prod, je crois, qui va s'afficher dans notre console. Voilà. Donc on a juste la prod qui est affichée. Alors ce qu'on a fait jusqu'ici c'est pas mal, mais on n'a pas gagné un temps incroyable. C'est-à-dire que vérifier une variable data layer sur une page donnée via un script, le temps qu'on a gagné il n'est pas énorme par rapport au fait de l'avoir fait à la main. D'ailleurs la preuve c'est qu'on l'a fait à la main à côté pour vérifier qu'on était bien dans le bon index. Donc c'est pas super optimal, mais en fait là où Puppeteer va commencer à réellement devenir intéressant, c'est qu'on va pouvoir crawler de façon automatique plusieurs pages. Donc, et c'est là qu'on va apporter un tout petit peu de complexité à notre script, puisqu'on va lui faire crawler plusieurs pages. Donc on est en JS, donc notre liste de pages à crawler, on va mettre ça sous la forme d'un arrêt. Et on va toujours être sur la thématique du Funker, on va aller prendre 3 pages par exemple, on va aller prendre 3 pages différentes, 3 URL, et on va les donner à manger à notre liste. Alors on peut tout à fait imaginer que dans la vraie vie, ce que vous allez faire, c'est aller dans votre Google Analytics et dans GA, vous allez aller chercher les patterns des pages en question. Vous sortez ça en CSV et puis vous le donnez à manger un petit peu de la même façon. Donc là, on n'est pas sur un site auquel j'ai accès à GA, donc je vais prendre manuellement quelques pages. Je rentre ça dans une variable. Alors pour l'instant, cette variable, elle est inactive, elle ne fait pas grand-chose. Et en fait, la différence, c'est que ma boucle async-await qui allait crawler une page donnée, je vais l'encapsuler au sein d'une boucle for, tout bêtement. Et donc en fait, hop, on va faire ça comme ça. Et on va aller itérer sur notre variable qu'on a appelée pages to crawl. Et donc, on va aller hop, copier-coller ça ici. Et donc, au lieu d'aller crawler une page donnée, on va aller dynamiquement faire un page goto. Et on va aller chercher dynamiquement. Le pam.
pages to crawl et l'index i parce qu'on est sur une page, donc sur un index de notre array pages to crawl. Et donc sinon le script c'est exactement le même principe, on est juste sur un index i de notre array, et puis donc on va aller chercher la variable data context environment. Alors d'ailleurs ce script il est largement améliorable, parce que potentiellement selon les cas votre variable context environment elle peut très bien être située à différents endroits du data layer. Donc là on pourrait faire une petite sous-boucle for qui irait parser le data layer, qui irait parser tous ces index et qui irait chercher à chaque fois une clé context environment. Donc évidemment ça s'améliore. Mais donc ici le principe va être le même. Et donc on va loguer dans notre console à chaque fois la variable environment. Donc là ça va prendre un tout petit peu plus de temps parce qu'on n'a plus une mais 3 pages à crawler. Et donc on voit bien qu'à chaque fois on a prod. Donc ça vous pouvez le faire pour 2, 3, 5, 10 ou même 100 pages. Et puis l'avantage c'est que si cette variable elle est utilisée pour faire des filtres dans GA, pour ne filtrer que sur la prod par exemple, ça peut être un bug critique pour vous de dire ah il y a une page où il y a un ensemble de pages sur lesquelles je n'ai pas prod et j'ai je sais pas prod en majuscule ou PRD ou prod underscore, des choses comme ça. Et plutôt que d'aller vérifier à la mano sur des centaines de pages, et là vous pouvez le faire avec ce script très très simple, vous pouvez le faire avec Puppeteer. Et d'ailleurs j'en profite pour donner un petit warning sur ce sujet, c'est que moi j'ai pris Eurosport tout à fait au hasard, c'est un site que je connais pas plus que ça, mais il est très possible que sur Puppeteer, en tout cas que sur ces sites, vous ayez un outil qui s'appelle Datadome. Datadome, en fait, c'est un outil de protection contre le crawl qui va typiquement bloquer tout ce qui est crawler et qui est très malin et qui bloque typiquement Puppeteer. Donc typiquement, et je sais que Vincent en avait parlé sur sa vidéo sur Screaming Frog, si vous allez sur Le Bon Coin ou sur Ouest France par exemple, et vous tomberez sur une mire qui va vous dire vous êtes un robot, remplissez le CAPTCHA. Donc dans ces cas-là, allez voir avec vos admin système et demandez-leur gentiment de laisser passer votre IP, de laisser passer votre crawler Puppeteer, parce que évidemment c'est coûteux en ressources serveurs, donc dans certains cas ça peut très bien ne pas passer. Alors maintenant qu'on a vu différents concepts, différentes choses qu'on peut faire grâce à Puppeteer, on va combiner tout ça et on va surtout aller un petit peu plus loin et utiliser réellement la puissance de Puppeteer, à savoir aller naviguer sur un site. Parce que c'est essentiellement pour ça que sont faits ces outils de crawl, c'est que Puppeteer en fait, va nous aider à naviguer et à tester des choses qu'un utilisateur ferait réellement. Donc en l'occurrence, nous on va s'intéresser à l'acceptation de la CMP. L'idée, et ça va aussi être un petit peu de combiner avec ce qu'on a fait précédemment, ça va être de voir combien de cookies sont posés avant l'acceptation de la CMP et après l'acceptation de la CMP. Et pour ça, on va utiliser un plugin qui s'appelle Headless Recorder. Il y a plein de plugins qui font ça sur Chrome, sur Firefox, sur tout ce que vous voulez, et qui en fait va nous générer des scripts de Puppeteer pour ne pas avoir à réinventer la roue. Donc moi je l'ai déjà installé dans Chrome, et en fait comment ça va se passer? On est toujours sur les pages de Snooker, d'Eurosport. On va d'abord commencer par supprimer nos cookies Optanon. Donc si vous avez l'habitude de travailler avec OneTrust, le cookie Optanon c'est le cookie OneTrust en fait. Et en fait on va démarrer un recording. On va démarrer un recording avant de rafraîchir la page. Et on va voir ce qui va se passer. Donc je rafraîchis ma page. Je n'ai pas besoin de ma console. Et on va rendre les choses un petit peu plus complexes. On va dire que on accepte l'analytics, on refuse la personnalisation, mais on accepte la pub. On clique sur tout accepter. Et donc là, en fait, on va arrêter notre recording. Et là, on va voir qu'il nous a généré un script qui est tout prêt et qui est tout chaud. Alors, on va se créer un fichier qu'on va appeler cmp.js. Et alors là, en revanche, contrairement à d'habitude, on va repartir de zéro, en tout cas quasiment de zéro,
puisque ça nous a généré un script qui est tout fait. Alors regardons un petit peu ce qu'il y a, et en fait vous commencez à avoir un petit peu l'habitude de la syntaxe Puppeteer. On a du launch, du new page, du wait for navigation, qui va être, je vulgarise un petit peu, mais qui va être un peu l'équivalent de ce qu'on avait fait avec Wait Until Network Idle. On va sur une page, on a un set viewport qui est pas forcément indispensable dans notre cas, si on veut peut-être tester une CMP spécifiquement sur mobile, sur desktop, je pense que ici ça va pas vraiment nous intéresser. On a donc notre wait for navigation, et donc ensuite on a une nouvelle instruction qu'on n'a pas encore vue qui s'appelle wait for selector et page.click. Bon, page.click, vous vous doutez un petit peu ce que ça fait. Ça prend en argument un sélecteur CSS, et en fait on le précède de wait for selector. C'est assez explicite, hein. Encore une fois, c'est l'avantage de Puppeteer, c'est que ça va attendre que le sélecteur soit disponible pour pouvoir simuler le clic sur le bouton en question. Donc tout ça c'est bien joli, mais ça ne va pas faire grand chose, hein. Pour l'instant le navigateur il va simplement aller crawler la page, mais nous on a envie d'aller un petit peu plus loin. La première chose qu'on a envie de faire après avoir mis ce script là, tout bêtement, ça va être de prendre un screenshot. On va prendre un screenshot avant l'acceptation de la CMP et un screenshot après, pour vérifier qu'on a bien la CMP qui s'affiche et qui ensuite a bien disparu. Et la deuxième étape, ça sera de mesurer le nombre de cookies qu'on a avant et après. Donc là d'ailleurs je vais commenter l'instruction setViewport, je ne suis pas sûr que ce soit très utile ici, on n'est pas en train de tester un layout responsive en particulier, on verra si on en a besoin plus tard. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un screenshot, alors on va le mettre au bon endroit. On a besoin d'avoir le sélecteur qui doit être le bouton OneTrust, donc on doit être sûr que ce bouton est bien disponible. Et donc on va faire un await page.screenshot. Alors si vous avez des doutes sur la syntaxe, vous pouvez vous référer à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc on va l'appeler before consent.png. Alors comme d'habitude, hein, on peut aller mettre dynamiquement un timestamp, l'URL de la page, etc. Moi je fais des choses simples ici pour que l'exemple ne soit pas trop long. Et je vais faire la même chose avec un afterconsent.png. On fait tourner notre script avec un node cmp.js. Et donc là, si tout se passe bien, l'avantage c'est qu'avec VS Code, on va pouvoir prévisualiser les screenshots. Hein. Il va tourner et on voit bien qu'on a du before consent, donc on a toujours notre page de snooker avec la CMP qui apparaît, et le after consent où ça commence à disparaître. Alors parce que peut-être qu'on a été un petit peu rapide, et en l'occurrence ça va être l'occasion de rajouter en callback du clic sur notre dernier événement un wait until network idle 2. Alors en l'occurrence ça va surtout être utile quand on va vouloir mesurer les cookies avant et après, ce qu'on va faire immédiatement. Donc là en fait on va rien faire d'autre que combiner toutes les choses qu'on a vues avant. Et donc au moment où on prend notre screenshot, on va se reprendre, alors moi je l'ai sur un document à côté, hein, on va faire du copier-coller, on va pas se casser la tête. On va se créer une variable pageEvaluateDocument.cookie, donc ça c'est ce qu'on a vu juste avant. Et alors on pourrait afficher tous les cookies, hein, mais on va faire simple, vous avez vu comment faire, ça servirait à rien de tout répéter, et on va se faire ça avec de la syntaxe moderne. Cookie avant consentement, $accolade, et là on va prendre cookies.length, et on va faire ça proprement, on va appeler ça cookies before consent. Et donc là on va tout simplement afficher la longueur, et puis d'ailleurs c'est mieux si je le split parce que par défaut ça va être une grosse string. Et donc je vais avoir le nombre de cookies avant consentement.
et je vais prendre tout simplement la longueur de mon objet qui va être splitté. C'est le même principe que tout à l'heure. Et pareil, après mon screenshot, on va l'appeler cookies after consent. Et alors, logiquement, si j'ai pas fait de typo, on va avoir dans notre console le nombre de cookies avant consentement et après consentement. On en a 24 avant et on a 30 après. Alors bien sûr, il y a moyen d'aller plus loin dans le script, d'afficher tous les cookies, de se créer un array en JS avec les cookies qui existent avant, les cookies qui existent après, donc les cookies qui auraient été posés après ce consentement. Il y a moyen de monitorer tout ça, mais en tout cas, ça vous donne déjà une idée de la façon dont on peut très simplement, avec quelques lignes de code, mesurer les cookies qui sont posés. Alors, comme vous pouvez le voir, Puppeteer, c'est vraiment une librairie super puissante. C'est du code, donc on peut paramétrer ça vraiment d'une façon très très scalable, très très puissante. On peut automatiser énormément de choses. Il y a des tonnes de sujets que je n'ai pas abordés. Le fait d'écrire nos tests dans un CSV, dans une base de données, dans une Google Sheet. On peut jouer avec le network pour voir s'il y a des requêtes sur Google Analytics, AT Internet, Adobe qui sont parties. On peut aller naviguer aussi dans des SPA si on a des choses avec du React, du Vue.js et ce genre de choses. On peut aller vérifier la présence de composants, on peut jouer avec des players vidéo, on peut faire des choses très très évoluées. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas si ça vous plaît. Si vous avez envie que j'aille plus loin, et d'ailleurs même si vous êtes plus expert sur Puppeteer que moi, je suis absolument pas un expert sur l'outil, je l'utilise de temps en temps pour automatiser des choses, n'hésitez pas à nous dire sur Twitter, directement dans les commentaires, et si ça vous plaît, je referai une vidéo sur Puppeteer. Je finis rapidement en vous montrant quelque chose qu'on peut faire. Si vous n'avez pas d'environnement dev, que vous n'avez pas de WSL ou de terminal, etc., vous pouvez aller sur trypuppeteer.appspot.com et en fait la plupart des commandes que je vous ai montrées, vous pouvez les exécuter directement dans un navigateur. Alors, ce ne sera jamais aussi puissant que le fait d'enregistrer vraiment les choses en local sur votre machine, puisque vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, si vous avez envie de jouer un petit peu avec Puppeteer, n'hésitez pas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des retours, des corrections, des remarques, etc. Et encore une fois, si ça vous a plu, moi je serais super content de refaire une vidéo sur Puppeteer. Allez, salut!